Patrimoine thématique en partenariat avec l'Anacofi. Et c'est parti pour Patrimoine thématique, un patrimoine thématique consacré comme tous les mercredis aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs et parfois même à l'investissement dans ces crypto-monnaies. Aujourd'hui, nous vous proposons un point de réglementation sur le sujet avec Faustine Fleuret, présidente de l'ADAN, mais aussi co-auteure du livre Droit des crypto-actifs et de la blockchain publié par LexisNexis. Bonjour Faustine Fleuret. Bonjour Nicolas. Alors on voit le livre à l'écran, c'est vrai que vous avez une double casquette, vous avez écrit ce livre d'un côté, vous êtes également présidente de l'ADAN qui prend part justement aux réflexions et aux discussions sur la réglementation française mais aussi européenne. Vous allez nous donner votre vision un peu sur le sujet. On a 10 minutes ensemble là, pour faire un point sur la réglementation crypto-monnaie et crypto-actifs. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut ne pas faire, comment l'Union européenne tente de mettre, elle, en place un régime commun à tous les pays membres. Avant de parler de cette initiative européenne, on lit un peu sur Internet que l'Europe s'inspire beaucoup de ce qui se fait en France. Donc on va commencer par parler de ce qui se fait en France. Petit rappel quand même de contexte, le Bitcoin a souffert de son image de blanchiment d'argent, de placement pas sûr en termes de sécurité. L'AMF a mis en place une régulation qui fonctionne bien. Aujourd'hui, où on en est sur cette réglementation en ce qui concerne les cryptoactifs en France ? Alors effectivement, en France, c'est très concret et on a une réglementation très précurseur. Et effectivement, nous sommes en train d'inspirer ce qui se profile au niveau européen. La France a pris en charge ce sujet dès 2017. D'accord. Justement parce qu'il y avait besoin de restaurer un peu de confiance sur les marchés. Et effectivement, il y avait déjà à l'époque beaucoup d'idées qui véhiculaient sur le blanchiment et le financement du terrorisme. Donc d'idées reçues Exactement. ou pas forcément, ou de mauvaises expériences avec le Bitcoin. Et donc il a fallu que le gendarme des marchés financiers, l'AMF, intervienne sur ces nouveaux actifs en fait, qui intéressaient de plus en plus de monde. Complètement. Du coup, avec la loi Pacte, ce qui a été fait, c'est de mettre en place un régime dédié aux cryptoactifs, ce qui effectivement est complètement inédit par rapport à ce qui pouvait se passer chez nos voisins européens. Parce que on ne pouvait pas légiférer sur les cryptoactifs de la même manière qu'on légiférait sur les autres actifs financiers. Il fallait entre guillemets, un contexte juridique dédié. Alors effectivement, c'était une des premières questions. Est-ce que les cryptoactifs tombent déjà dans une réglementation existante ? Donc quand l'autorité des marchés financiers a consulté l'industrie, c'était effectivement sa première question. Est-ce que l'on doit les traiter de façon adaptée, ce qui est le plus justement approprié, ou est-ce qu'on devait le faire tomber, par exemple, dans la réglementation des instruments financiers ? Donc le choix a été fait de consacrer cette nouvelle qualification juridique d'actifs numériques, qui recouvre à la fois les jetons et les monnaies virtuelles. D'accord. À peu près. Et donc on a créé un cadre à la fois pour l'émission de ces jetons. Donc si vous êtes émetteur de jetons, ce qu'on appelle les ICO. Bien sûr. Donc les ICO, c'est pour les gens qui nous écoutent, c'est l'équivalent d'une IPO finalement, mais pour les cryptoactifs. C'est ça. C'est une levée de fonds en cryptoactifs. Vous émettez des jetons pour lever des fonds en face, soit des fonds en monnaie, soit en autres cryptoactifs. Donc il existe aujourd'hui un visa que vous pouvez demander en tant qu'émetteur auprès de l'AMF. Et pour avoir ce visa, en fait, vous devez respecter un certain nombre d'exigences, et en particulier en termes d'information. Effectivement, c'est ce qu'on voyait auparavant sur les ICO. Il y avait assez peu de bonnes informations pour que les souscripteurs soient réellement en pleine connaissance de cause de ce dans quoi ils investissaient. C'est ça, des avantages, des inconvénients, du risque éventuel et surtout du projet derrière. D'accord. Exactement. Donc ce visa, volontairement, et ça aussi c'était très inédit à l'époque, a été mis en place de façon optionnelle. C'est-à-dire que vous pouvez en tant qu'émetteur de jetons faire votre émission auprès du public français si vous n'avez pas le visa. Ça ne vous empêche pas de le faire. Néanmoins, le pari de l'autorité des marchés financiers à l'époque, c'était que ça puisse devenir un avantage comparatif entre émissions. Pour attirer d'autres investisseurs, le fait d'avoir un visa de l'AMF sur une crypto-monnaie ou des crypto-actifs dont on entend effectivement que ça peut servir de blanchiment ou autre en 2017, ça rassure forcément, on imagine, une partie des investisseurs. Complètement. Et l'autre point de faire cette réglementation optionnelle sur les émissions
position, c'était qu'on est sur, et ça, j'étais venue en parler la première fois, sur vraiment un système qui est en train de maturer, de grossir. Et donc, il y avait quand même la volonté de ne pas entraver l'innovation, de ne pas complètement la freiner Bien avec sûr. une réglementation qui serait trop stricte dès le départ. Et qui viendrait tuer du coup l'innovation dans l'œuf. Il y a également une autre réglementation en France, c'est les fameux PSAN. Là, c'est pour Tout le à coup, fait. c'est les acteurs en fait des cryptoactifs. Complètement. Alors, si sur les ICO, on est sur le marché primaire, les PSAN, prestataires de services sur actifs numériques, on est plutôt sur le marché secondaire. D'accord. Donc effectivement, ce qui a été mis en place depuis 2019, si vous réalisez un service sur actifs numériques, donc ce qui est qualifié dans le Code monétaire et financier, soit vous conservez des cryptoactifs, soit vous en permettez l'échange, etc. Donc les plateformes de crypto-monnaies sont des Par PSAN, exemple. des prestataires de services en actifs numériques. c'est Voilà, ça par exemple, si vous vous adressez au marché français ou si vous êtes établi en France, ou les deux d'ailleurs, vous devez vous enregistrer auprès de l'AMF. D'accord. Et qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire que d'une part, si vous n'êtes pas enregistré, par contre là, vous n'avez pas le droit de fournir vos services auprès du public D'accord, français. là c'est pas optionnel pour le coup. Non, c'est pas optionnel du tout. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour les entreprises qui doivent s'enregistrer en tant que PSAN ? D'une part, l'AMF vérifie l'honorabilité et la compétence des dirigeants, des responsables de la conformité, etc. Et d'autre part, et ça c'est le point très important, la CPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, contrôle le dispositif en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme de ces entreprises. Donc en fait, aujourd'hui, les PSAN sont, comme toute entité assujettie, comme les banques, comme les institutions financières, soumises à la réglementation européenne en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Est-ce que du coup ces PSAN font face à la même législation en matière de conseil, par exemple, en investissement, que peuvent avoir des intermédiaires plus classiques ? Est-ce que l'AMF vérifie que ces sociétés sont basées en France ou en Union européenne avant qu'on y investisse ? Ça, c'est des choses qui sont vérifiées ? Alors, le conseil, par exemple, ou la gestion de portefeuille aussi, c'est un autre cas, sont aussi des services sur actifs numériques, mais où il n'y a pas d'enregistrement obligatoire. D'accord. En revanche, ce qu'il existe, c'est un agrément, comme le visa pour les ICO, qui est optionnel, que vous pouvez demander à l'AMF, mais qui ne vous empêche pas d'exercer. Et pour avoir cet agrément, et de la même façon, peut-être vous montrer un tout petit peu plus vertueux que les autres, vous avez un certain socle d'exigences selon le service à respecter. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, concrètement, c'est 23 prestataires de services sur actifs numériques qui sont enregistrés auprès de l'AMF. D'accord. Donc, ils sont techniquement en droit de s'adresser à vous pour vous fournir, leurs services. En revanche, aujourd'hui, on n'a encore pas d'acteurs agréés. La raison principale, c'est qu'on est sur un régime jeune et que, dans l'ordre des priorités, s'enregistrer était justement prioritaire pour les acteurs. Quand vous dites pas d'acteurs agréés, c'est sur la partie conseil, du coup, c'est ça ? Alors, l'agrément est possible pour ceux qui font du conseil, pour ceux qui font de la société, de la gestion de portefeuille. Ah oui, c'est-à-dire qu'en fait, pour être agréé, il faut respecter encore plus de contraintes ou en tout cas de spécificités. D'accord, donc on a 23 acteurs en fait, qui sont enregistrés auprès de l'AMF, mais on n'a pas d'acteurs agréés. Pas encore. Aujourd'hui, à l'heure actuelle. Et alors, au niveau européen, quelle est la démarche ? Il y a ce projet MiCA qui émerge où là, l'idée, c'est d'avoir une réglementation globale au niveau de l'Union européenne. Alors, effectivement, aujourd'hui, il n'existe encore pas de cadre européen. Et donc, comme on a été plutôt bon élève, plutôt plus vertueux, en Europe, l'Europe s'est beaucoup inspirée de ce qu'on a fait. Donc, en septembre 2020, la Commission européenne a révélé son paquet en matière de finances digitales, Digital Finance, dans lequel elle proposait ce règlement MiCA pour encadrer à peu près les émissions de jetons et les PSAN, donc qui vont s'appeler CASP dans le cadre européen. Mais en fait, elle s'est pas contentée de ça. La Commission a également proposé un texte sur justement les instruments financiers émis et échangés sur les technologies blockchain. D'accord. Oui, parce que c'est deux choses différentes. Il y a les crypto-monnaies, il y a la technologie blockchain sur laquelle on peut faire des investissements, mais pas que forcément en crypto-monnaie pour le coup. Alors, et justement, là où MiCA traite plutôt des crypto-actifs comme une nouvelle catégorie d'actifs qui ne sont pas des instruments financiers, par contre, tout ce qui est instruments financiers, peu importe, ils sont émis sur des réseaux blockchain, mais ça reste légalement des instruments financiers. Ils sont soumis à ce qui existe déjà au niveau européen, des règlements comme MIF, comme CSDR. Mais ce qu'a voulu faire la Commission, c'est de créer un régime pilote pour permettre, parce qu'on a vu, et l'autorité des marchés financiers a fait une analyse approfondie là-dessus, des obstacles réglementaires au fait de développer des activités sur instruments financiers, sur les technologies blockchain. Oui. Donc le but, c'est de faire une zone d'expérimentation où on pourrait peut-être permettre aux acteurs, aux porteurs de projets, de bénéficier d'exemptions pour justement lever ces obstacles et créer
adapter un peu la réglementation financière. C'est toujours le sujet, c'est est-ce que je réglemente ou est-ce que je laisse l'innovation et en même temps jusqu'à quel moment je laisse l'innovation perdurer avec les potentiels abus qu'il peut y avoir. Donc si l'Union européenne prend le sujet à bras-le-corps, c'est qu'il y a des réglementations différentes selon les pays. Vous, au niveau de l'ADAN, du coup, vous prenez part à ces discussions, vous suivez ça de près. Selon vous, on va dans le bon sens. Cette réglementation est bénéfique pour le secteur des crypto-monnaies en Europe? Alors pour le secteur français en particulier, déjà parce qu'en fait on est plutôt en avance, donc on est plutôt prêt et que pour l'instant, par rapport à d'autres États, effectivement les acteurs français doivent déjà respecter, se mettre en conformité avec le régime français. Donc ce serait un avantage concurrentiel pour des acteurs français pour le coup? Notamment sur tout le volet lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, on va être beaucoup plus prêt finalement que d'autres acteurs par rapport à ce qui va arriver. Notre inquiétude, c'est que justement ce qu'on voit aujourd'hui avec le régime français, les PSAN, les 23 dont je vous parlais, qui sont enregistrés, sont plutôt des acteurs français enregistrés en France. On a beaucoup d'acteurs étrangers qui s'adressent au marché français sans être enregistrés. Donc on a cette concurrence. Et ils peuvent quand même le faire. Alors, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit, mais ils le font quand même. Voilà. Et donc notre souci, c'est qu'effectivement, avec notamment l'harmonisation de ces règles, on n'est plus en fait ces trous dans la raquette, ou alors en tout cas une supervision beaucoup plus renforcée pour que les acteurs français et les acteurs européens exercent sur un pied d'égalité. Soient tous logés à la même enseigne, effectivement, et qu'on n'ait pas des acteurs européens qui s'affranchissent de la réglementation française, alors que finalement la réglementation française protège plus les épargnants. C'est ce que vous nous dites. Ah bah complètement. En tant qu'épargnant, si vous voulez, vous avez aujourd'hui un outil, ce régime français, pour investir en fait de façon sécurisée auprès des prestataires qui sont enregistrés. Donc c'est vrai qu'on sait que cette réglementation est encore assez peu connue, mais si vous êtes épargnant français, investisseur, que vous souhaitez aller sur une plateforme d'échange, c'est vrai que ce qu'on recommande, c'est d'aller voir cette liste qui est publique sur le site de l'autorité des marchés financiers, cette liste des PSAN, qui sont donc enregistrés et qui ont donc notamment respecté des exigences accrues par rapport à d'autres prestataires. Merci beaucoup Faustine Fleuret, effectivement, soyons chauvins. Si on est les plus avancés aujourd'hui en la matière, on ne peut que souhaiter que cette réglementation européenne devienne un avantage concurrentiel pour des acteurs qui ont déjà fait l'effort du coup de se mettre aux normes. Faustine Fleuret, je rappelle que vous êtes présidente de l'ADAN, mais aussi co-auteur du livre Droit des cryptoactifs et de la blockchain, publié par LexisNexis. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau sujet décryptage. Merci beaucoup. Avec plaisir, à bientôt. On se retrouve nous tout de suite dans Enjeu Patrimoine.